Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de SmackDown, l'épisode du 18 août 2023. Épisode de SmackDown que j'attendais un peu parce que il va se passer un truc avec Edge, ça a été teasé. Edge a fait une promo comme quoi il disait que 25 ans de carrière, etc. On sait qu'il est proche de la retraite. Il y avait une vibe de dernier match, un peu. Donc on va voir tout ça plus tard dans le show évidemment. Mais il y avait aussi toute l'histoire avec Austin Theory et Rey Mysterio et LA Knight. Quel va être leur avenir, pardon. Rey Mysterio est devenu champion, il vient de battre Austin Theory. Qu'est-ce qui va se passer? Et le show s'ouvre donc avec ça, avec le Grayson Waller Effect, comme d'habitude, un show avec des gens qui parlent. J'aime pas cette tendance de la WWE de créer des talk shows qui font hyper exagérés, hyper cringe. Le talk show, voilà, on va mettre un tapis noir avec des plantes, voilà, avec une table, etc. Ça fait tellement forcé, ça fait tellement faux que, encore une fois, je pense aux nouvelles personnes qui tombent sur un programme de catch par hasard et qui, au lieu de tomber sur un match, vont tomber sur ce genre de segment hyper exagéré, hyper cringe. Oui, il faut le dire. C'est trop. Ce genre de choses, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas dans le cadre. J'aimerais qu'on reste aux fondamentaux. Soit les interviews sont faites en backstage, soit les interviews sont faites par des professionnels, comme à la WWE par exemple, où Tony Schiavone fait les interviews, avec un mec qui tient le micro et un mec dans le ring. Et point barre, pas d'exagération, pas un catcheur qui va faire un talk show. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'est exagéré et ça fait faux, et du coup, ça nous sort directement du programme. Et secondo, c'est des catcheurs qui font ces interviews. Et le pauvre Grayson Waller, tant qu'il continuera à faire ses interviews, ce ne sera personne. Je ne dis pas qu'il est enterré à vie. Je dis juste que tant qu'il continue à faire ça, il ne pourra pas se développer et devenir quelqu'un d'important, devenir une star. C'est très compliqué pour lui, parce qu'en l'occurrence, il ne fait que ça. Il n'a pas de palmarès en solo. Tout ce qu'il fait, lui, c'est faire des interviews avec d'autres catcheurs. Donc il met en avant les autres, il se met pas en avant lui. Donc bref, tant que ça continuera, il ne pourra pas se développer et ça sortira les gens du programme. Mais bon, il interviewe aujourd'hui Rey Mysterio et Santos Escobar, donc le nouveau champion des États-Unis, accompagné de Santos Escobar qui aurait dû affronter Austin Theory, mais ce dernier l'a blessé avant le match. Adam Page, le promoteur, a décidé que Rey Mysterio, qu'il allait quand même avoir un match et que Rey Mysterio allait affronter Austin Theory à la place. Rey Mysterio est sorti vainqueur de ce match et est donc le nouveau champion. Et Grayson Waller directement allume la mèche, il veut créer des tensions au sein de LWO et dit t'as pas un peu les boules Santos, que Rey Mysterio quand même, légende, Hall of Famer, putain il prend encore toute la gloire alors que c'était ton moment, tu t'es battu pendant des semaines et il prend encore ta gloire encore une fois. Bref, il s'est créé une sorte de tension. Les deux latinos sont liés quand même, non, c'est la familia, donc fais pas tout ça, voilà, bref. Promo assez classique, et là Austin Theory arrive, petite hit de la foule quand même, il réclame de nouveau son titre et il fait une bonne promo, il est vraiment énervé et franchement il fait une très bonne promo, il a assez, on croit ses mots, donc franchement il a fait beaucoup de progrès à ce niveau là Austin Theory, et il réclame que Adam Pearce arrive pour qu'il puisse avoir son rematch face à Rey Mysterio et reprendre son titre. Il est vraiment énervé. Adam Pearce arrive, il fait qu'il a d'autres idées en tête, bref, Austin Theory calme-toi, et là la musique d'LA Knight apparaît et comme d'habitude, une pop nucléaire de la foule se soulève, le mec encore une fois, il est en phase de devenir une star et la WWE semble le pousser sur le droit chemin. Et quand j'entends la musique de LA Knight, alors que la personne qu'on va devoir c'est Austin Theory, je pop moi aussi parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est voir ces deux dans un programme, voir ces deux lutter pour le titre des États-Unis. Donc, en soi, ce qui va être proposé, ce n'est pas le lancement de programme Austin Theory contre LA Knight. Mais c'est une escarmouche, c'est un essai, c'est un teasing de ce que sera sans doute le futur. Puisque oui, LA Knight arrive et dit que Austin Theory, certes c'est un ancien champion, mais lui, c'est maintenant son heure de gloire, il est sorti vainqueur du Battle Royale, il a aussi son droit par rapport au titre de Rey Mysterio, et propose à Adam Pearce un match contre Austin Theory, et le vainqueur de ce match affrontera Rey Mysterio pour le titre. En soi, tout ça est très logique, et c'est donc l'opener de ce show, c'est LA Knight face à Austin Theory, une affiche que je trouve hyper alléchante, et un match qui va être hyper intéressant. Sauf que à peine le match commence que le Miz fait son entrée, le Miz et LA Knight sont en rivalité, et c'est chouette parce que le Miz ne va pas vraiment intervenir dès le début, il va juste aller en commentaire, il va faire un très très bon boulot au commentaire, il va pas prendre toute la place, mais il va vraiment faire en sorte d'enterrer
LA Knight de bien prouver qu'il a les boules contre lui tout en grandissant Austin Theory. Donc il fait un très bon boulot aux commentaires. Et le match entre LA Knight et The Miz, LA Knight et Austin Theory, pardon, ma foi, il est très très bon. Il est très très bon, encore une fois, enfin très très bon, j'exagère, il est juste bon. Ce que je vois dans le ring est bien. Je vois de la hit, je vois de la hype, je vois de la tension, je vois de l'enjeu, je vois une foule qui pop, qui chante le nom de LA Knight. Bref, c'est tout ce qu'on attend de ce genre de petit match de SmackDown où il va pas avoir des spots exceptionnels, mais on veut juste une foule qui soit dedans et une foule qui soit à fond derrière LA Knight et à fond contre le heel. Et c'est le cas, et ça marche. Bon, encore une fois, pas un match sensationnel, mais une affiche qui donne envie. Vient la fin du match où LA Knight s'apprête à terminer Austin Theory. Et c'est là où le Miz va intervenir pour empêcher LA Knight de gagner le match. LA Knight va donc être un peu perturbé, mais va quand même pouvoir faire un DDT sur Austin Theory. Donc voilà, la foule se soulève encore, il va pas se laisser faire aussi simplement que ça. Il fait le tour du ring pour chasser le Miz. Il arrive à envoyer un clothesline un peu raté malheureusement par ce troisième corde sur le Miz, mais c'est pas grave, ils s'y reprennent et ça ne dérange pas tant que ça. Austin Theory fait un roll-up, 1, 2, 3, victoire du heel. Et donc le heel aura un match contre Rey Mysterio, aura son rematch contre Rey Mysterio. Quant à LA Knight, ce dernier va à toujours son affiche qui se prolonge face au Miz. Ok, en soi, par rapport à ce qu'ils ont préparé les semaines précédentes, la perte du titre d'Austin Theory, LA Knight qui n'était pas en chasse du titre des États-Unis pendant SummerSlam, en prenant en compte tout ça, ce qu'ils ont booké là maintenant, je trouve que c'est la meilleure solution à faire. C'est la meilleure solution à faire parce que enfin, une autre solution aurait été que LA Knight l'emporte pour qu'ensuite il remporte le titre face à Rey Mysterio et qu'ensuite on affiche face à Austin Theory. Bref, un truc un peu chaotique. Ça aurait un peu enterré Austin Theory de reprendre une défaite dans la gueule. Donc c'est pas plus mal que Austin Theory ait remporté ce match parce qu'il avait besoin d'une victoire. LA Knight, lui, est dans un programme où il sortira vainqueur face au Miz, c'est sûr et certain. Mais on a un teasing, on a une escarmouche parce que LA Knight aurait dû battre Austin Theory. Donc une fois que LA Knight aura battu le Miz, il pourra dire à Austin Theory, écoute mec, ce jour-là j'étais censé te battre, donc je veux qu'on se rebatte encore une fois. Et j'espère qu'Austin Theory sera de nouveau champion des États-Unis à ce moment-là parce que ça devrait être le cas. Je pense pas que Rey Mysterio mérite d'être champion des États-Unis aussi longtemps. Et comment Austin Theory peut garder ce titre? Et ben moi, ce que je ferais, parce qu'en l'état, Santos Escobar, ça ne marche pas en tant que face, je ferai en sorte que Santos Escobar attaque Rey Mysterio pendant son match contre Austin Theory, trahissant ce dernier parce que, effectivement, il est d'accord avec les propos de Grayson Waller. Rey Mysterio a pris toute la gloire de Santos Escobar. Voilà, il a dit la familia, mais c'est des conneries. On le met en heel parce que je pense qu'il marchera beaucoup mieux en heel. Il suscite pas vraiment tant de réactions que ça en tant que face. Donc on le tourne heel. Rey Mysterio perd son titre. Austin Theory reprend son titre. Et on a deux affiches qui sont préparées. Rey Mysterio face à Santos Escobar et LA Knight face à Austin Theory. Bref, en soi, je m'étais plaint du booking d'LA Knight. On va dire que la WWE semble se diriger vers la bonne direction. On va y arriver un peu plus tard, mais on va y arriver. Suite à cela, nous avons un match tag team féminin. Bianca Belair et Charlotte Flair affrontent Damage Control, Bayley et Io Sky, la nouvelle championne de la WWE. Nouvelle championne de la WWE, mais est-elle traitée comme une championne de la WWE? J'ai exactement, si vous suivez WWE et AEW, j'ai exactement le même sentiment, la même sensation en voyant Io Sky que quand je voyais Jamie Hayter. C'est-à-dire, c'est la championne, factuellement c'est la championne, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas traitée comme une championne. Alors, on n'est qu'au début de son règne, ne nous enflammons pas, on n'est qu'au début de son règne, mais quand je la vois, je ne vois pas une championne. Je ne vois pas encore ça, je vois encore une sous-fifre d'un groupe. Même pas la leaduse du groupe, juste un membre du groupe, d'un groupe, qui est donc la championne, celle qui est au-dessus de la chaîne alimentaire de la fédération du roster féminin. On est loin dans le traitement, on est extrêmement loin dans le traitement, et Jamie Hayter pour la AEW, c'était un peu cette même sensation, elle est championne de la AEW, mais Britt Baker prenait beaucoup de place par rapport à Jamie Hayter, et du coup, elle n'était pas traitée, on n'avait pas la sensation de voir la championne, la personne qui est au sommet de la chaîne alimentaire, on n'avait pas l'impression de voir ça, et c'est ce même sentiment qu'on a en voyant Io Sky. Quand je vois les adversaires, Bianca Belair et Charlotte Flair, je me dis que la ceinture irait mieux sur elle. Mais attention, je ne tacle pas Io Sky parce que je trouve que c'est une de mes lutteuses préférées, et par exemple, j'aime bien plus Io Sky qu'Asuka, si on devait comparer. Mais pour que ça marche, pour que je ressente le même niveau de prestige en regardant Io Sky, il faut que la WWE la traite comme une championne.
S'ils font de la sorte, dans ce cas, j'aurais la sensation que Io Sky a le même droit d'être championne que Charlotte Flair ou Bianca Belair. Il faut juste qu'il la traite de la manière. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est quelques détails, hein, mais c'est que quand, par exemple, dans son match tag team, quand elle arrive dans le ring, et bah, qu'elle agisse, qu'elle se batte comme une championne. Bayley prend les spots où elle se fait martyriser, et quand Io Sky apparaît, vu que c'est la championne, c'est elle qui remet les pendules à l'heure, c'est elle qui parvient à faire travailler de la hit pour que les babyface travaillent un hot tag, mais c'est pas l'inverse qui doit être fait. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. Pour le coup, c'est Io Sky qui prenait quand même vachement cher, et Bayley qui revenait pour recadrer la balance. Ça ne marche pas, elle n'est pas traitée en tant que championne. Le match, il est correct, il est pas mal. Il y a eu un moment, un tag qui a été hyper foiré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en gros, on a Charlotte Flair qui est au sol, qui rampe jusqu'à Bianca Belair. Io Sky, quant à elle, rampe jusqu'à Bayley. Et je pense que le spot, normalement, aurait été soit que Io Sky fasse au tag à Bayley pour qu'elle intercepte, les faces avant que Charlotte puisse faire le tag. Ou alors que Io Sky directement se relève avant Charlotte Flair et du coup aille intercepter Bianca Belair pour pareil encore une fois que Charlotte ne fasse pas le tag. Mais là j'ai l'impression que soit Io Sky avait oublié son spot, soit Bayley avait oublié son spot, j'en ai aucune idée. Mais le fait est que on a Charlotte Flair qui rampe, et Io Sky qui ne sait pas quoi faire. Elle se relève, elle se dirige tranquillement vers Bayley qui fait non, 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 non. Io Sky du coup elle est un peu perdue, elle fait mais si je dois faire le tag, elle fait non, 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 non. Et là, alors que Charlotte Flair, du coup, elle a 2 cm de Bianca Belair, elle voit bien que les heels oublient leur spot, du coup, elle est obligée de feinter, genre qu'elle tombe dans les pommes, elle est à 2 cm de la main de Bianca Belair, et genre elle la rate, et elle s'est venue par terre. Elle est en mode, oh la pauvre Charlotte, elle passe pour... Elle est ridiculisée, là. Et donc Io Sky, alors que Charlotte Flair est au sol juste à 1 cm de sa partenaire, Io Sky fonce comme une trompe jusqu'à Bianca Belair pour l'intercepter. Et je crois qu'ils ont dû refaire le spot, hein. Je crois qu'ils ont dû improviser quelque chose pour qu'on ait de nouveau les 2 lutteuses au sol. Et cette fois-ci, on a Charlotte Flair qui fait son tag à Bianca et Io Sky qui fait son tag à Bayley. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était prévu, je pense pas que ce soit prévu, je pense que c'était un gros accident. Et du coup, ça m'a un peu sorti du match. Après, bon, elles ont remis les pendules à l'heure, elles ont pu se remettre dedans. Et ça s'est fini de manière pas trop mal. Les faces ont remporté, Bianca Belair et Charlotte Flair ont fait le tomber sur Bayley. Bon, là pour le coup c'est bien, ça protège Io Sky de la défaite. Mais ouais, je suis partagé par ce booking de Io Sky pour le moment. Match suivant, encore un match tag team, cette fois-ci masculin. The OC, The Official Club, The Only Club, affronte les Street Profits. Les Street Profits, actuellement, ils sont maintenant liés à Bobby Lashley pour une nouvelle faction. Et ce match a pour but de les montrer sous un nouveau jour un peu. Ils ne sont pas devenus des heels, ils sont pas devenus plus méchants, mais ils ont un style un peu plus agressif. Quand je dis agressif, ça veut dire que même si y a un homme légal sur le ring et que l'autre attend tranquillement, je veux dire que l'adversaire qui n'est pas sur le ring attend tranquillement à l'extérieur, et ils vont le gérer. Si jamais ils voient qu'ils ont l'avantage, et ils vont directement gérer l'adversaire, enfin l'autre adversaire qui est à l'extérieur, qui n'est pas légal, pour pouvoir tirer tout l'avantage de la situation. Donc beaucoup plus stratège, beaucoup plus agressif dans le but de terminer les matchs le plus rapidement possible. Et c'est chouette, ça redynamise un petit peu l'équipe. Je crois qu'ils ont 2-3 nouveaux mouvements à leur arsenal si je ne me trompe pas. À la fin, Bobby Lashley vient célébrer avec eux pour cette nouvelle faction. Comme d'habitude. C'est... Je sais pas ce que font la WWE, sur pareil, il prend tous les gens qui ont la même couleur de peau pour en faire une équipe tout le temps. Je sais pas pourquoi ils font ça. Genre, on peut pas avoir 2 couleurs de peau dans une même équipe. Non, c'est le New Day, l'équipe de MVP, là, je sais plus comment il s'appelait, le Hurt Business. Maintenant, cette nouvelle équipe avec Bobby Lashley. Voilà, c'est très sectaire. Hein. Je sais pas si c'est vraiment la bonne voie à suivre pour que le monde soit vraiment égalitaire et tout. Mais bon, c'est comme ça, j'imagine. Ce sont des vieux à l'écriture, des ricains à l'écriture. Bon, ma foi, tant qu'ils sont élevés, hein, on va pas se plaindre. Et c'est sans honte que je vais admettre avoir terminé ce show de SmackDown, avoir terminé ce main event avec de petites larmes dans les yeux, quand même. Parce que nous avons ici Edge versus Sheamus à Toronto, chez Edge. Un match pour célébrer ses 25 ans de carrière à la WWE.
C'est... Il n'y a pas eu d'annonce officielle comme quoi Edge prenait sa retraite, mais je pense que c'est là l'un des derniers matchs, si ce n'est le dernier match qu'on voit de Edge à la télé nationale et non pas en pay-per-view. Je pense que c'est là un teasing de son dernier match qui aura sûrement lieu à WrestleMania, un vrai match de retraite. Mais on s'en rapprochait tellement. C'était tellement une sorte de d'un match qui transpirait le adieu avec Beth Phoenix et les enfants de Edge aux abords du ring qui étaient eux aussi en larmes. En tout cas, Beth Phoenix était en larmes aussi, était très ému par ce qui se passait. Et c'était un match entre deux faces qui ne s'étaient jamais affrontés auparavant, deux vétérans qui n'avaient jamais eu, après toutes ces carrières passées ensemble, eu l'occasion de s'affronter. Et, et c'est un match où on va voir tout le moveset de Edge, tout le moveset de Edge, où Sheamus va donner beaucoup de répondants sans pour autant prendre de la hit forcément. Il va commencer son travail de hit très tard dans le match où Edge va lui faire un doigt d'honneur pour lui rappeler c'est qui le patron. Genre me sous-estime pas, je te fais un doigt. Et là, Sheamus va travailler un peu comme un heel juste à la fin du match. Et c'est exactement ce qu'il faut que ça fasse parce que le match est très bon. Deux faces qui se mettent sur la gueule. Et quand Sheamus fait son bro kick sur Edge à la fin et que Edge kick out à 2,99999, je sais pas quoi, mais c'est gigantesque. Edge fait un spear et là aussi Sheamus kick out. Et là, on a le dernier spear final où Sheamus prépare un bro kick, saute dans les airs, mais Edge saute plus haut que lui et l'attrape en plein air avec son spear pour la victoire. C'était un très bon match de catch. C'est juste dommage que ce match était coupé par plein de pubs toutes les 2 minutes. C'est vraiment dommage, surtout en début du match, quoi. Début du match, c'est genre 2 minutes, après t'as une pub, alors que ça sonne comme un match de retraite de Edge, quoi. Et pourquoi j'ai été très ému de voir ce match? Parce que Edge, pour ceux qui ne le savent pas, c'était mon catcheur préféré quand j'étais enfant. Quand j'ai commencé le match, le catch, quand j'avais quoi, à l'âge de 10 ans, c'était Edge ma superstar préférée. C'est quand je le voyais lui, il me faisait rêver, j'aimais son attitude, j'aimais son arrogance, je l'aimais tout autant en tant que heel qu'en tant que face. Hein. J'ai vu Edge quand je suis arrivé, quand il a fait ses retours à la fédération, mais je l'ai vu aussi au Royal Rumble, je veux dire, mais je l'ai vu aussi un peu auparavant. Donc je l'ai vu en tant que heel et je l'ai vu en tant que face Edge. Et j'aimais tellement, dans ces deux cas, ce personnage, j'aimais tellement, il me faisait tellement rêver, sa musique d'entrée, c'était ma musique préférée, son moveset, son attitude rock'n'roll. Je crois qu'il y a Batista pendant une vignette des 25 ans de Edge qui avait dit que c'était un peu la rockstar de la WWE, et c'est vrai. Et, et moi qui adore le rock et qui adore le punk, tout ça, Edge, je connectais avec Edge, je connectais avec son personnage, je connectais avec sa folie, avec sa fougue. Quand j'ai vu les images, les vignettes de ses 25 ans, mais je me suis rappelé tellement de souvenirs, son vieux sourire carnassier, ses yeux exorbités, lui quand il se prenait les cheveux en arrière, quand il se les tirait en arrière avant de faire le spear, enfin, toutes ces images, lui qui mord la cage de l'Elimination Chamber, enfin, tellement de souvenirs, lui au main event de WrestleMania face à l'Undertaker, il était si jeune, il était si fougueux, il était... Edge quoi, motherfucking Edge. Motherfucking Edge. Et j'étais présent quand il a pris sa retraite en 2011. J'ai vu ça en live à la télé et ça m'avait déjà ravagé à l'époque. J'étais aussi présent en live quand je l'ai vu faire son retour dans le Royal Rumble de 2020. Le Royal Rumble que Drew McIntyre avait gagné notamment. Je l'ai vu faire ses retours en live et pareil, j'ai été mais ému quand je l'ai vu, quand j'ai vu ses yeux qui lui il ne revenait pas de ce qui se passait. Il faisait son retour après 10 ans de retraite. C'était ouf. Et là, le revoilà après une carrière, un retour de carrière qui a été certes courte, mais qui nous a fait tellement plaisir. Le mec nous a régalé toutes ces années. C'est un des plus grands catcheurs au monde, c'est un de mes catcheurs préférés de l'histoire. Merci Edge. Dans les commentaires, je veux du merci Edge à foison. Parce que c'est un mec respectable, c'est un immense talent du business, un immense talent. Et il nous manquera. Il nous manquera. Et je pense qu'on va voir quelques matchs au Royal Rumble, à WrestleMania encore, ce n'est pas un adieu. Mais c'est quand même un sacré au revoir et on va plus le voir en action pendant quand même très longtemps. Donc merci Edge. Et merci pour ce main event de SmackDown et pour ce show de SmackDown qui était, ma foi, plutôt correct tout du long, mais qui s'est terminé quand même sur une belle note très touchante. Et ouais. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.